Alors avant de passer au filtre actif, je voudrais dire juste quelques mots sur les techniques qui permettent d'obtenir les filtres passifs en échelle des tables. Alors ces techniques sont plus avancées que ce que vous êtes capable de faire à ce niveau et je ne vous demanderai pas d'être en mesure de les appliquer. C'est-à-dire que je vous donnerai les tables de prototype dans un exercice. Par contre, à la fin, j'introduis la méthode de synthèse d'impédance dite de Coher, qui est utile à connaître et que je vous demanderai donc de connaître. Alors ces méthodes de synthèse sont nécessaires en particulier si vous aviez à synthétiser un passe-bas normalisé qui n'est pas dans les tables, par exemple parce qu'il utilise des valeurs différentes pour les résistances d'entrée et de sortie. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est la configuration suivante où on a notre signal d'entrée VI, notre signal de sortie VO, notre résistance d'entrée RS, notre résistance de sortie RL. Et au milieu, on a un quadripôle LC à synthétiser afin que la fonction de transfert entre VI et VO soit celle d'un passe-bas approximant le passe-bas normalisé. Donc, ce quadripôle ne contient encore une fois que des bobines et des condensateurs afin de ne pas consommer de puissance. Alors la méthode de synthèse qu'on va survoler s'applique en fait à la réalisation de fonctions de transfert assez générales entre VI et VO. Il y a juste certaines contraintes sur les fonctions de transfert qu'on peut réaliser par une telle configuration. Ces fonctions de transfert doivent être ce qu'on appelle passives. En particulier, on a déjà évoqué ce point, leurs pôles et leurs zéros sont nécessairement à gauche ou au plus sur l'axe des imaginaires. Alors l'idée derrière la méthode qu'on va discuter, c'est de ramener le problème de synthèse de la fonction de transfert VO divisé par VI au problème de réalisation d'une impédance d'entrée Z-in quand on regarde dans le quadripôle fini par la résistance RL. Et ensuite, pour la réalisation de cette impédance donnée, il existe des méthodes qui sont disponibles et l'une d'entre elles est cette fameuse méthode de Coher que je vous demande de connaître. Par contre, ce que vous n'êtes pas censé savoir, c'est comment passer en pratique du problème de réalisation de H2S au problème de réalisation d'impédance Z. Alors pour passer entre ces deux problèmes, on va ici faire une petite digression et parler de puissance. Alors on reviendra sur ces notions de puissance en régime permanent sinusoïdal à la fin du cours, donc si elles ne sont pas familières, ce n'est pas grave pour l'instant. Donc la puissance moyenne en régime permanent sinusoïdal dissipée dans la charge ici est égale au phaseur VO de j carré divisé par RL, avec une petite différence sur la définition du phaseur VO de j ici. Il faut prendre ce qu'on appelle le phaseur effectif. Et donc en fait, il faut diviser par racine de 2 la définition d'amplitude du phaseur que j'avais donnée à un cours précédent. Dans toute la suite de cette discussion, les phaseurs que je vais utiliser sont des phaseurs effectifs. Alors toujours en régime permanent sinusoïdal, la puissance moyenne qu'on fournit au port 1 ici doit être égale à celle consommée par la charge, car notre quadripôle LC, lui, ne dissipe pas d'énergie sur une période. Alors cette puissance qu'on fournit au port 1, son expression est la résistance d'entrée, donc partie réelle de Z-in, multipliée par le courant, le phaseur du courant au carré. Alors cette formule est équivalente à la formule RI carré que vous connaissez en courant continu. Le phaseur de I1, lui, peut s'exprimer en fonction du phaseur de la tension d'entrée. Et on a simplement que I1 de J oméga est égal à VI de J oméga divisé par l'impédance vue à l'entrée ici, qui est RS plus Zin de J oméga. Maintenant, on a dit que cette puissance P1 qui est fournie à l'entrée doit être égale à la puissance PO qui est consommée par la charge et qui était égale au phaseur en module carré, VO de J oméga carré divisé par RL. La réponse en magnitude qu'on recherche est
h de j oméga en module au carré, qui est égal à v de j oméga sur vi de j oméga en module carré. Et par ces deux relations, ici et ici, on obtient une relation sur ce rapport qui est, par substitution immédiate, le rapport doit être égal à la partie réelle de Zin de j oméga multiplié par Rl divisé par le module Rs plus Zin de j oméga carré. Maintenant, la puissance maximum qui est transférable par la source en régime permanent sinusoïdal est égale au module du phaseur Vi de j oméga au carré divisé par 4Rs. Alors ça, c'est le théorème de transfert maximum de puissance. Et cette puissance maximum transférée est atteinte quand on prend Zin de j oméga est égal à la résistance Rs. Ensuite, on définit le coefficient de transmission ici, qui est le rapport entre la puissance consommée par la charge et la puissance maximum qui est transférable par la source. La puissance consommée par la charge, c'est V au carré divisé par RL. Et de ce qu'on vient de dire, la puissance maximale transférable par la source, c'est VI carré divisé par 4RS. En particulier ici apparaît le h de j oméga carré et on sait que par définition d'un circuit passif, ce coefficient de transmission doit être inférieur à 1 parce que la charge ne peut pas consommer plus que ce qui est transférable par la source. Et donc on obtient une inégalité ici qui doit être satisfaite par le module de h de j oméga au carré. Alors comme 1 moins ce coefficient de réflexion ici doit être positif, on peut définir ce qu'on appelle le coefficient de réflexion ici, donc ρ, et en prenant ρ de j oméga au carré est égal à 1 moins tau de j oméga au carré, et ça c'est donc positif. Donc je remplace maintenant, j'obtiens que le module de ρ de j oméga au carré est égal au 1 ici, moins le module de taux de j oméga au carré. Alors ce module est égal à 4Rs sur Rl, terme que je retrouve ici. Et puis pour le module de h de j oméga au carré, je remplace par l'expression ici que j'avais obtenue à la diapositive précédente et qui fait intervenir notre impédance d'entrée vue dans le quadripôle LC, ici et puis ici. Alors ici, les résistances RL s'annulent. On obtient cette expression ici pour le module de ρ de j oméga au carré. Et cette expression, après l'avoir mis au même dénominateur, serait écrit Rs moins Zin de j oméga en module au carré divisé par Rs plus Zin de j oméga en module au carré. Alors cette chose-là ici est égale au module de ρ de j oméga au carré, ce qui s'écrit aussi ρ de j oméga multiplié par son complexe conjugué. Mais ce complexe conjugué s'écrit aussi ρ de moins j oméga. De la même façon, cette expression qui est un module au carré s'écrit Rs moins Zin de j oméga multiplié par Rs moins Zin de moins j oméga, et même chose au dénominateur ici. Alors à partir de cette expression qui relie les modules au carré, on peut en déduire que les fonctions de transfert doivent être reliées par les mêmes expressions, c'est-à-dire qu'on doit avoir ρ de s ici, qui est égal, en regardant le premier terme, à Rs moins Zin de S divisé par Rs plus Zin de S. Alors ceci, c'est au signe plus ou moins près, puisqu'on a une relation entre les carrés ici. Alors d'autre part, on a une relation entre ρ de S et la fonction de transfert h de S qu'on cherche à réaliser. En effet, ρ de S est déterminé par le fait que le module de ρ de j oméga au carré est égal, en regardant cette expression ici, à 1 moins 4 Rs sur Rl fois module de h de j oméga au carré. Dans cette expression ici, h de j oméga, c'est ce qu'on veut réaliser, donc c'est déterminé. Rs et Rl sont déterminés. Donc on a une contrainte sur ce que doit être le module de ρ de j oméga au carré. Et ça impose en fait une contrainte sur ce que doit être ρ de S. On peut obtenir ρ de S à partir de cette contrainte
en utilisant une technique qu'on appelle factorisation spectrale et qui est hors programme. Donc ce qu'il faut en retenir ici, c'est que ce ρ de S est fixé par le H de S qu'on veut réaliser. Donc à la fin, par inversion de la dernière expression sur la diapositive précédente, on obtient la relation suivante entre l'impédance d'entrée Zin et puis le ρ de S, qui est que soit Zin est égal à Rs multiplié par 1 moins ρ sur 1 plus ρ, soit Zin est égal à Rs multiplié par 1 plus ρ sur 1 moins ρ, et les deux cas dépendent du signe qu'on a choisi dans la relation précédente. Pour avoir ρ de S dans cette expression, il faut faire une factorisation spectrale et ça détermine ρ de S à partir des spécifications H de S et de la donnée de Rs et Rl. D'autres termes, on a une spécification maintenant sur le Zin qu'on veut réaliser, qui est l'impédance d'entrée quand on regarde le quadripôle LC terminé par Rl. Et donc il reste à choisir les valeurs de nos bobines et condensateurs pour réaliser cette impédance Zin de S. Alors il y a de très nombreuses techniques qui existent pour réaliser ces impédances. Et je vais juste illustrer ces techniques dans un cas particulier ici avec la méthode de synthèse de Coher. Alors, supposons qu'on veuille réaliser une fonction de transfert de la forme h de s est égal à 1 sur un polynôme d de s, que ce polynôme est stable, donc ses racines sont à gauche du plan complexe, et donc tous les zéros de h de s sont à l'infini. C'est le cas d'un passe-bas de Butterworth ou de Chebyshev. Dans ce cas, on peut réaliser ces fonctions de transfert par les circuits qu'on a déjà rencontrés ici, qui ont des capacités dans les branches parallèles et des bobines dans les branches série. Alors soit on commence par un condensateur, soit on commence par une bobine. Alors par la discussion précédente, le problème de synthèse de H de S s'était réduit au problème de synthèse d'une impédance d'entrée qu'on voit en regardant dans le quadripôle LC terminé par RL. Alors, la méthode de synthèse de Coher pour cette impédance Zin de S repose sur exprimer Zin de S en fraction continue. Cette expression en fraction continue peut être soit de la forme K1S plus 1 sur K2S plus 1 sur K3S, etc., soit de la forme directement 1 sur K1S plus 1 sur K2S plus etc. Alors pour choisir l'une ou l'autre de ces formes, il faut regarder par exemple ce qui se passe quand S tend vers l'infini. Donc dans le premier cas, on a K1S, ça tend vers l'infini. Donc la première expression s'applique quand Zin de S tend vers l'infini, quand S tend vers l'infini. Pour la deuxième expression, on n'a que des S au dénominateur, donc cette chose-là va tendre vers 0 quand S tend vers l'infini. Donc la deuxième forme ici s'applique quand on doit réaliser une impédance qui tend vers 0 quand S tend vers l'infini. Ensuite, on utilise l'interprétation suivante de ces développements en fraction continue. Alors, regardons à titre d'illustration le premier cas où on écrit Zin de S est égal à K1S plus 1 divisé par une expression ici que je vais appeler Y2 de S. Donc Y2 de S est égal à K de S plus 1 divisé par une expression ici que je vais appeler Z3 de S. Alors Zin étant une impédance, bien entendu, Y2 ici est une admittance. Et Z3 ici est de nouveau une impédance. Alors qu'est-ce que c'est maintenant que cette expression Zin est égale à K1S plus 1 sur Y2 ? Eh bien c'est simplement une bobine d'inductance K1 en série avec un élément d'impédance 1 sur Y2. Donc j'ai représenté ça ici sur ce schéma. L'impédance que je vois ici c'est Zin. Et c'est égal à donc cette bobine d'inductance K1 en série avec cet élément, ce circuit ici d'impédance 1 sur Y2 ou d'admittance Y2. Maintenant, l'admittance Y2 ici est égale à K de S plus ce 1 sur Z3. Donc comment interpréter ça ? Puisqu'on a une admittance ici, ce plus correspond à des éléments en parallèle. Donc on a une admittance K de S qui correspond
a un condensateur de capacité K2 en parallèle avec un circuit ou un élément qui a une impédance Z3. Donc c'est ce que je représentais ici. Le Y2 ici est interprété comme un condensateur K2 en parallèle avec cet élément d'impédance Z3. À ce moment, on est revenu au cas précédent, c'est-à-dire qu'on a un Z3 à réaliser de la même façon qu'on avait un Zin à réaliser. Ce Z3, lui, est toujours exprimé en termes de fraction continue et on continue comme ça jusqu'à ce qu'on soit à court de terme. Alors notez maintenant qu'en fait, par cette méthode, une fois que la décomposition en fraction continue est réalisée, on a terminé. Ce qu'on va obtenir à la fin, c'est une succession de bobines dans les branches série et de condensateurs dans les branches parallèles. Et les coefficients ici peuvent se lire directement sur le développement en fraction continue. Donc le K1 correspond au premier élément, K2 correspond au deuxième élément, K3 sera la valeur de la troisième bobine, etc. Alors illustrons maintenant les différentes étapes de cette méthode de synthèse à l'aide d'un exemple. Donc on veut réaliser ici la fonction de transfert h de s est égale à k divisé par s3 plus 2s2 plus 2s plus 1. C'est la fonction de transfert d'un filtre de Butterworth d'ordre 3 et on veut le réaliser à l'aide d'un circuit LC en échelle avec une résistance de 1 ohm à gauche et à droite. Alors nécessairement, à cause du choix de ces résistances, on va avoir un gain de 1,5 en utilisant cette idée de diviseur de tension que j'ai déjà évoqué. Donc en effet, ce gain de 1,5 se lie directement sur le circuit en échelle à basse fréquence en interprétant les condensateurs comme des circuits ouverts et les bobines comme des courts-circuits. Alors la première chose à faire, c'est de partir de la fonction de transfert et d'en déduire l'expression pour le coefficient de réflexion ρ de S. Alors on avait dit qu'on avait la contrainte suivante entre le module de ρ de j oméga au carré et le module de h de j oméga au carré. Alors comme on sait que h de j oméga est un filtre de Butterworth d'ordre 3, de plus son epsilon ici est égal à 1, donc ici, en prenant RS est égal à RL est égal à 1 ohm, et en prenant K est égal à 1,5, on trouve que module de ρ de j oméga au carré doit être égal à 1 moins 1 divisé par 1 plus oméga puissance 6. Ce 6 ici est égal à 2 fois 3, et 3 est l'ordre du filtre de Butterworth, que je peux encore écrire oméga puissance 6 divisé par 1 plus oméga puissance 6. Alors ce oméga puissance 6 correspond à un moins S2 puissance 3 quand S est égal à J oméga. Le 1 plus oméga puissance 6, eh bien c'est le dénominateur du filtre de Butterworth d'ordre 3 en module au carré. Donc c'est égal à d de j oméga, où d est le dénominateur de h de s, multiplié par le complexe conjugué de d de j oméga, qui est d de moins j oméga. C'est ce que j'ai écrit ici, sous la forme d de s multiplié par d de moins s, quand s est égal à j oméga. Donc à la fin, j'ai obtenu que le module de ρ de j oméga au carré est égal à s cube multiplié par moins s puissance 3, divisé par ds multiplié par d de moins s, tout ça quand je prends s est égal à j oméga. Alors, dans les cas plus généraux, c'est cette étape ici qui est l'étape difficile et que vous n'avez pas à savoir faire. En tout cas, dans notre exemple, ça implique que ρ de s, le coefficient de réflexion, doit être égal à s cube divisé par d de s. Et à partir de l'expression de ρ de s, j'en déduis qu'il y a deux solutions possibles pour z in de s en utilisant les expressions données sur une diapositive précédente. Et l'une de ces deux solutions est z in de s, après calcul, est égal à 2s2 plus 2s plus 1, divisé par 2sq plus 2s2 plus 2s plus 1. Alors le problème maintenant revient à synthétiser
notre dipôle consistant en un quadripôle LC terminé par RL, avec RL est égal à 1 ohm, et qui permet de réaliser cette impédance Zin de S. En regardant cette expression de Zin de S, on voit que quand S tend vers l'infini, eh bien cette expression ici tend vers 0, donc il va falloir utiliser la deuxième expression dans ma méthode de synthèse de Cohen. Donc ici, je vais regarder à la place l'expression de y in de S qui est égale à l'inverse de z in de S et essayer de réaliser cette admittance. Donc on écrit ici que z in de S doit être égal à 1 divisé par k1S plus 1 divisé par k2S plus 1 divisé par k3S, etc. Prenons l'inverse de z in et appelons ça y in. On a que y in est égal à 2sq plus 2s2 plus 2s plus 1 divisé par 2s2 plus 2s plus 1. Par division immédiate du numérateur ici par le dénominateur, cette fraction ici est égale à s plus quelque chose divisé par le dénominateur 2s2 plus 2s plus 1. Et ce quelque chose ici est s plus 1 et peut se retrouver en mettant tout ça ici à nouveau au même dénominateur, 2s2 plus 2s plus 1. Ici par exemple je vais obtenir en mettant au même dénominateur, ce premier terme correspond à 2s cube plus 2s2 plus s, et il nous manque un terme s plus 1 pour obtenir 2s cube plus 2s2 plus 2s plus 1. Ensuite, ce qu'on fait ici pour continuer à exprimer ce deuxième terme en fraction continue, c'est qu'on l'inverse pour obtenir 2s2 plus 2s plus 1 divisé par s plus 1. Comme cette chose-là ici est une admittance, l'inverse de cette chose-là ici est une impédance. Et là, je peux encore une fois faire une division et j'obtiens 2s plus quelque chose sur s plus 1, et ce quelque chose se retrouve en mettant tout ça au même dénominateur s plus 1, et on trouve simplement 1. Donc en conclusion, après ces calculs, on a exprimé z in de s comme 1 sur y in de s. Y in de s est égal à 1 à s plus 1 divisé par 2s plus 1 sur s plus 1. Ensuite, à partir de cette expression ici, on peut lire directement les valeurs des composants de notre circuit en échelle. Donc on doit avoir un condensateur ici de 1 farad, suivi d'une bobine en série de 2 Henry, suivi d'un condensateur ici de 1 farad dans la branche parallèle, et enfin ici notre résistance de 1 ohm. Alors notez aussi qu'on avait deux solutions possibles pour Z in de S. En général, si vos résistances RL et RS sont différentes, il se peut qu'il n'y ait qu'une seule de ces deux solutions qui marche. Donc il vous faudra peut-être essayer les deux solutions possibles. Ça se verra à la fin quand vous obtenez votre dernier coefficient ici. Il faut qu'il soit compatible avec la valeur de RL que vous cherchez.